raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte l'histoire de Kalinka Bamberski, une jeune Française de 14 ans qui, il y a très longtemps, en 1982, en Allemagne, a été violée et tuée par son beau-père, le docteur Dieter Krombach. Une histoire hallucinante parce qu'il a fallu 29 ans et toute l'énergie du père de Kalinka, André Bamberski, pour que le docteur Krombach soit condamné. J'ai choisi de vous raconter cette histoire parce que le docteur Krombach vient d'être libéré de prison. Il avait été condamné à 15 ans, il en a fait 10, il est libéré pour raison médicale. Et André Bamberski, le père de Kalinka, réagira tout à l'heure à cette libération. Voici donc la terrible histoire de Kalinka Bamberski, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Pour une fois, commençons notre histoire par son dénouement. Le dimanche 18 octobre 2009, à Lindau, en Bavière, en Allemagne donc, il est 1h du matin, et un homme plutôt âgé rentre chez lui. Il sort son trousseau de clés de sa poche, et là, 3 gars lui tombent dessus. 3 armoires à glace. Et ça va très vite. Le premier lui maintient les bras, le second lui colle les jambes au sol, et le dernier lui fourre un mouchoir dans la bouche et du sparadrap par-dessus. Et après, il le ficelle comme un rôti, et il le balance à l'intérieur de leur voiture. Et les voilà en route vers la frontière française. De Lindau, ils en ont au moins pour 2h30. Et moi, ça me laisse le temps de vous les présenter, ces armoires à glace. Au volant, là, c'est Anton, un Kosovar. À côté de lui, sur le siège passager, Kacha, un Géorgien. Gros fumeur, hein. Il allume sa cigarette avec le mégot de celle qu'il vient de finir. Et à l'arrière, à côté du petit vieux, qu'ils viennent d'enlever, c'est Ivan, un Russe. Pas finot, hein. Dans la voiture, il n'arrête pas de balancer des beignes au petit vieux. Il lui crache à la figure. Et il le menace de son couteau. Mais arrête, bordel! Il a sa dose, hein. Arrête de cogner. On doit le ramener vivant. T'as entendu, hein? Vivant! Et comme le Russe continue, et que maintenant le vieillard a l'œil en sang, à un moment, Anton le vire de la voiture. Il est furax. On leur a demandé d'enlever ce petit vieux à Lindau et de le déposer à Mulhouse, en France. Rien de plus. Pas de lui faire sa fête. Même si ce qu'a fait ce petit vieux, ça peut donner envie de lui mettre la tête au carré. Mais ça n'est pas le plan. Et puis, il y a la justice pour ça. La justice. Le trio et leur otage passent la frontière sans problème, puisqu'il n'y a plus de frontière, et ils arrivent à Mulhouse. Ils n'ont rendez-vous avec personne. Personne. Ils viennent de trouver une rue calme dans le quartier du palais de justice. Ils ouvrent la portière arrière, et ils balancent le vieux sur le trottoir. Et après, ils se tirent. Au même moment, la police de Mulhouse reçoit un appel anonyme. Un homme, ligoté et bâillonné, vient d'être déposé dans une ruelle près du tribunal. Allez le chercher. Il est pour vous. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police arrive sur place. Et elle tombe donc sur cet homme, dans les 65-70 ans, grelottant, ficelé comme un rôti, avec un gros cocard à l'œil et du sparadrap sur la bouche. Il lui enlève son bâillon. « Où suis-je? Mais où suis-je? Vous êtes en France, monsieur? En France ?» Il a l'air anéanti par la nouvelle. Il est comme cloué sur place. Parce que lui, il sait ce que ça veut dire. Il sait qu'il ne va pas passer longtemps pour une victime. Il sait ce qu'il attend quand la police va découvrir qui il est. Dieter Krombach, le docteur Dieter Krombach. Ça fait 27 ans qu'il redoute ce moment où il va devoir s'expliquer sur ce qu'il a fait.
10 juillet 1982. C'est ce jour-là que tout a commencé. À Lindau, en Allemagne. Ce jour-là, il y a donc 27 ans, le docteur Krombach prétend qu'il a retrouvé sa belle-fille de 14 ans, Kalinka, inanimée dans sa chambre, et que pour la ranimer, il lui a fait 2 piqûres. Mais Kalinka est morte juste après, à 14 ans, dans son lit. Quand il a fallu l'expliquer à sa mère, Danielle, une Française, il a dit « Je pense que c'est une insolation. Je vois rien d'autre qu'une insolation. » Et c'est donc l'explication que la mère donne au père, André Bamberski, dont elle est divorcée depuis des années et qui vit près de Toulouse, à plus de 1000 kilomètres de là. Kalinka est morte d'une insolation, André. C'est terrible. Une insolation. Mais le père, voyez-vous, n'a pas gobé cette explication tout crue. Enfin, Kalinka était une adolescente magnifique, en parfaite santé. On ne meurt pas à 14 ans d'une insolation, qui plus est quand son beau-père est médecin. Non, le père, André Bamberski, flaire tout de suite l'embrouille, d'autant qu'après, rien ne se passe comme ça aurait dû se passer. Personne ne prévient la police de l'étrangeté de cette mort. Et le jeune médecin urgentiste qui constate le décès ne fait aucun signalement. Et pour cause, le docteur Krombach lui a dit « Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai moi-même. » Et le jeune médecin débutant n'a pas pu s'opposer à un pont aussi réputé que le docteur Krombach. Résultat, il a fallu attendre 2 jours pour que la justice allemande ouvre une enquête. Et pendant ces 2 jours, croyez-le ou pas, on n'a pas mis le corps de Kalinka au frais. En plein mois de juillet. Alors quand les légistes attaquent l'autopsie, le corps est déjà très dégradé. Mais ça n'empêche pas les légistes de buter sur une bizarrerie. J'ai compté, 1, 2, 3 piqûres au bras. Combien est-ce qu'il dit qu'il lui a fait de piqûres? 2. Il dit qu'il lui a fait 2 piqûres. Il ment, Et il lui en a fait 3. Et là, on se tourne vers Krombach. Et il reconnaît une 3e piqûre. Quand on est entré de la plage, 7h30 du soir, je lui ai fait une injection de fer, de cobalt ferlicite. Bon, c'était pour renforcer son bronzage. Du fer pour faire bronzer une gamine de 14 ans? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le cobalt ferlicite est un mélange de fer et de cobalt. On le donne en cas d'anémie. Quant aux 2 autres piqûres, elles ont été faites post-mortem. Et on a du mal à croire qu'un médecin n'ait pas réalisé à ce moment-là, au moment où il lui fait les 2 piqûres, que Kalinka est morte. À part ça, les légistes situent la mort entre 3h et 4h du matin. Et à la fin, voilà leur conclusion, je vous lis. La mort de Kalinka n'est pas d'origine criminelle et reste inexpliquée. Et donc, dans la foulée, l'affaire est classée sans suite. Mais le père, André Bamberski, quand il lit ça, classé sans suite, il enrage, parce que dans ce rapport, on parle aussi de traces de sang au niveau du sexe, d'une déchirure d'1 centimètre de son appareil génital, et aussi de traces visqueuses et blanchâtres. Des traces qui n'ont même pas été analysées. À quoi pense-t-il, le père? Et vous d'ailleurs, à quoi pensez-vous là, maintenant? Est-ce que le docteur Krombach n'a pas violé sa belle-fille, Kalinka? Et ensuite, est-ce qu'il ne l'a pas tuée pour ne pas qu'elle parle? C'est une hypothèse.
les traces blanchâtres et visqueuses, la déchirure de l'appareil génital, le sang au niveau du sexe. Mais comment les légistes ont pu passer à côté de ça? André Bamberski, le père, appelle alors son ex, la mère de Kalinka, l'actuelle femme du docteur Krombach. Et il lui dit ses doutes, ses gros doutes. Et elle ne veut rien entendre. Mais enfin, si Kalinka est morte, André, c'est sans doute parce que son heure avait sonné. C'est tout. Je t'interdis de porter des accusations sur mon mari. T'as jamais digéré que je parte vivre avec lui. T'es prêt à dire n'importe quoi pour te venger de lui. T'as jamais digéré d'être cocu, André. Ça, c'est vrai. Krombach lui a piqué sa femme. Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a 6 ans. Il a tourné la page. Au début, il l'avait mauvaise. Il vivait au Maroc à cette époque-là. Et Krombach a flashé sur Daniel à une réunion de parents d'élèves. Ça s'est fini par un divorce en 1976. Au début, c'est lui, André, qui a obtenu la garde des enfants, Kalinka et Nicolas. Et après, c'est elle. Et elle est allée s'installer en Bavière avec son docteur. Et c'est la vie. Il l'avait accepté. Ce qu'il acceptait moins, en revanche, ces derniers temps, c'est qu'elle avait envoyé Kalinka en pension. Elle demandait la garde et elle la mettait en pension. Et d'ailleurs, juste avant la mort de Kalinka, il avait été convenu que les enfants, finalement, les 2 enfants, viendraient vivre avec leur père en France à la rentrée prochaine. Mais ça, c'était avant le drame. Parce que maintenant, c'est dans un cercueil que Kalinka rentre en France. Il a obtenu qu'elle soit enterrée près de Toulouse. Alors oui, André Bamberski pense que le nouveau mari de sa femme, le docteur Dieter Krombach, a violé et tué sa fille Kalinka. Et à partir de là, il décide de se battre pour qu'il tombe. Et si vous avez écouté le début de l'histoire, vous savez déjà que ça va durer très longtemps. 27 ans. Pour commencer, en novembre 1982, André Bamberski engage le plus célèbre des avocats de Munich, avec pour mission de demander à la justice allemande la réouverture du dossier. On ne peut pas se contenter de cette histoire d'insolation. Et il obtient gain de cause. 2 experts sont désignés pour réaliser de nouvelles analyses sur les prélèvements effectués pendant l'autopsie. Vous devez savoir que quand on fait une autopsie, on garde toujours un morceau de tout dans du formol. Un morceau du foie, du cœur, de la rate, du cerveau. Et première victoire, les nouveaux experts n'excluent pas une mort d'origine criminelle. Et ces experts disent autre chose. Ils disent que la mort est intervenue très peu de temps après la première injection, c'est-à-dire la soi-disant injection de fer pour faire bronzer. Et là, ça ne colle plus, parce que le docteur Krombach dit qu'il a fait cette injection à 19h30 au retour de la plage. Vous vous souvenez? Or, selon les légistes qui ont réalisé l'autopsie, Kalinka est morte entre 3h et 4h du matin. Il y a un problème là. Soit Krombach ment, soit les légistes se sont trompés. Les enquêteurs allemands décident donc de réentendre le docteur Krombach. Mais voyez-vous, en Allemagne, à cette époque-là, on ne dérange pas un notable pour rien. Et donc on ne le convoque pas. On ne le place pas en garde à vue. On lui envoie les questions par téléphone, figurez-vous. 5 questions, auxquelles on lui demande de répondre par courrier, quand il aura le temps. Pardon de vous avoir dérangé, cher docteur. On est très loin de la pression d'une garde à vue.
Alors qu'est-ce qu'il répond, le docteur Krombach? Il dit deux choses dans son courrier. D'abord, finalement, ça n'est plus à 19h30 qu'il a fait cette piqûre de cobalt ferlicite. C'est à 20h30, et donc après dîner. Ça ne colle toujours pas avec les expertises, mais disons que ça colle mieux. Il dit aussi que cette piqûre, il la lui a faite parce qu'elle était anémiée, et plus pour bronzer. Il a compris que son histoire de bronzage ne passait pas. Et ensuite, il explique que ce soir-là, ils sont allés avec sa femme se promener avec le chien, et que quand ils sont rentrés, les enfants étaient couchés. Mais que vers minuit, il a croisé Kalinka dans la cuisine qui n'arrivait pas à dormir. Alors, dit-il, il lui a donné, à minuit donc, un frisium, c'est-à-dire un calmant. Un calmant pour une gamine de 14 ans en vacances qui n'arrive pas à dormir. C'est très étrange. Et pourtant, une nouvelle fois, la justice allemande classe l'affaire. Et André Bamberski, le père, doit encaisser. Mais ça n'est pas grave. Il l'a juré sur la tombe de Kalinka. Il ira jusqu'au bout. Il ne lâchera jamais. Alors il se rend à Lindau. Et il choisit bien son jour. La fête de la bière. Il va sur le champ de foire. Et il se met à distribuer des tracts qu'il a fait imprimer. Et sur ces tracts, on peut lire ceci. Vous devez savoir qu'un criminel vit à Lindau. Le docteur Krombach a tué ma splendide fille Kalinka le 9 juillet 1982 en lui injectant une piqûre intraveineuse de cobalt ferlicite. La tête des passants, entre ceux qui sont stupéfaits par les accusations et ceux qui lui jettent le papier à la figure. Comment pouvez-vous cracher ainsi sur la figure du cher docteur Krombach? C'est honteux. Et André Bamberski est arrêté, figurez-vous, pour diffamation et trouble à l'ordre public. Il est condamné à 6 mois de prison et à l'amende colossale de 350 000 Deutschmark, c'est-à-dire 179 000 euros. Mais il s'en fiche. Et il s'entête. Et il envoie son tract à tous les députés de Bavière. Et un député se penche sur cette histoire. Et grâce à lui, le ministre de la Justice du Land de Bavière ordonne de nouvelles investigations, avec entre autres une expertise pharmacologique sur les effets du cobalt ferlicite. Le rapport de l'expert est formel. On ne fait pas de piqûre de cobalt ferlicite à une enfant de 14 ans en pleine santé. Ça, c'est une folie. Les effets secondaires sont trop importants. Convulsions, vomissements, risque d'étouffement. Ça peut venir en quelques minutes, 20 minutes maximum. Le docteur Krombach est cardiologue. De sa part, c'est impardonnable. L'expert dit aussi que, quand Kalinka est morte, elle n'avait pas fini de digérer. Ce qui veut dire qu'elle serait morte bien avant minuit. Bien avant ce moment où le docteur Krombach dit qu'il l'a vue dans la cuisine se plaindre d'insomnie. Dernière chose. Le lendemain matin, ça c'est un point qui a déjà été soulevé lors de la première autopsie. Il dit qu'il la trouve inanimée dans sa chambre et qu'à ce moment-là, il tente de la réanimer en lui faisant 2 piqûres. Mais enfin, elle est morte depuis plusieurs heures. Elle est froide. Quand il lui fait ces 2 injections, il voit bien qu'elle est morte. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Si ce n'est pour faire son cinéma. Il y a tout dans ce rapport pour ouvrir une enquête criminelle en Allemagne. Tout. Et pourtant, une fois de plus, la justice allemande dit qu'il n'y a pas assez de preuves. Et donc, elle referme le dossier. Rassurez-vous, André Bamberski a juré sur la tombe de Kalinka qu'il ne baissera jamais les bras. Sacré bonhomme. La justice allemande ne veut pas ouvrir les yeux? Tant pis.
Il reste la justice française, puisque Kalinka était française. Et donc son père porte plainte en France. Et un juge français ordonne l'exhumation du corps de Kalinka, qui repose dans un petit cimetière, près de Toulouse. Seulement, il a déjà été autopsié, ce corps, et une autopsie, ça consiste à démonter un corps, morceau par morceau, et à la fin, on remet tous les morceaux en vrac et on referme, et on rend le corps à la famille. Or là, le légiste français constate qu'il manque des morceaux. On n'a pas les organes génitaux. J'ai tout trié, tout regardé. Il manque les organes génitaux. Et où sont-ils? On les demande aux Allemands. Ils les ont égarés. On ne pourra donc jamais vérifier si Kalinka a été violée. André Bamberski est anéanti. Mais le juge français ne lâche pas l'affaire. Il demande à une équipe française d'aller à Munich et de réaliser une nouvelle expertise sur les prélèvements effectués à l'époque. Je vous l'ai dit, dans une autopsie, on garde un morceau de tout, dans le formol ou au frigo. Et là, on a conservé le contenu de l'estomac de Kalinka, un échantillon de son sang et un morceau de son cerveau. Tout ça à très basse température. En 1988, 6 ans après la mort de Kalinka, les experts français rendent leur rapport. Il est accablant pour le docteur Dieter Krombach, car c'est l'injection de fer, de cobalt ferlicite, qui a tué Kalinka. Dans la foulée, logiquement, le juge français veut entendre le docteur Krombach. Eh bien, figurez-vous que l'Allemagne refuse. Mais pourquoi diable ce type est-il à ce point protégé? On n'a pas la réponse. Et on ne l'aura jamais. On n'a pas voulu faire venir le docteur Krombach en France? Pas grave. Comme il existe des charges suffisantes contre lui, d'avoir volontairement donné la mort à Kalinka Bamberski, la justice française renvoie le docteur Dieter Krombach devant la cour d'assises de Paris pour homicide volontaire. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès, bien sûr, se fait sans lui, mais il se fait quand même. Et en 1995, la cour d'assises de Paris condamne Dieter Krombach, par contumace, à 15 années de réclusion criminelle. Elle n'a pas retenu l'assassinat, mais des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est toujours mieux que rien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le mandat d'arrêt international qui va obliger l'Allemagne à livrer l'horrible beau-père à la justice française. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. La France ne diffuse pas ce fichu mandat d'arrêt. Et quand le père demande pourquoi, c'est-à-dire que c'est délicat, il y a des pressions. Bref, l'Allemagne est un pays ami, on ne veut pas la froisser. André Bamberski écrit au président Chirac, pas de réponse. Il lui reste la presse. Le Figaro publie un long papier le 30 juillet 1996. Crime sans châtiment. Pourquoi la justice française protège-t-elle un homme condamné à 15 ans de prison pour la mort d'un enfant de 15 ans? S'agit-il d'éviter un incident diplomatique? Car c'est de ça, et uniquement de ça qu'il s'agit. De susceptibilité. Les Allemands, qui n'ont pas voulu juger Krombach, n'apprécient pas que la justice française leur torde le bras. C'est désespérant, mais ça n'est rien de plus. Cela dit, l'article du Figaro a fait son petit effet. Le lendemain, le procureur général diffuse le mandat d'arrêt. Eh bien, vous voyez quand vous voulez. Sauf que l'Allemagne, comme la France d'ailleurs, n'a pas pour habitude d'extrader ses ressortissants. Donc, si Krombach ne sort pas d'Allemagne,
il ne lui arrivera rien. C'est une publicité pour l'Union européenne, cette affaire. Et ensuite, il faut attendre 1997 pour que la justice allemande réalise qu'elle est passée à côté d'un très grand pervers. Elle s'appelle Laura. Elle a 16 ans. Un jour, elle va consulter le docteur Krombach. Et l'autre lui injecte une forte dose de calmant. Et voilà ce qu'elle raconte aux policiers allemands. Il a commencé par m'embrasser. Et puis, me caresser les seins. Moi, j'ai voulu le repousser, mais j'étais shooté. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, il était en train de me violer. Laura porte plainte. Et le docteur Krombach avoue. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Broutilles. Et encore, il se trouve des journaux allemands pour écrire « Le docteur est victime de la réputation que lui a faite la justice française. » Nationalisme à la noix. Bêtise crasse. D'autant qu'après le procès, 2 jeunes filles qui n'avaient jamais osé parler se lancent. Elles s'appellent Jana et Svenja Mauer. Ce sont 2 sœurs. Elles disent que le docteur Krombach leur a imposé des séries d'injections intraveineuses dont elles ne connaissaient pas le contenu, et qu'un week-end, elles ont été violées dans une chambre d'hôtel. Et pendant des années, elles n'ont rien dit à personne. Notre mère était amoureuse de lui. Elle ne nous a jamais cru. Le problème, c'est que les faits remontent à 84 et 85. On est en 1997. C'était il y a plus de 10 ans. Et donc les faits sont prescrits. Et leurs plaintes sont classées. Mais 2 autres jeunes femmes se manifestent pour des faits prescrits eux aussi. Et l'Allemagne ne veut toujours pas extrader Krombach. C'est dingue. Dans les années qui suivent, le scandale se poursuit. En janvier 2000, par exemple, Krombach s'aventure en Autriche. Sur la base du mandat d'arrêt, il est interpellé. Et puis il est libéré. En 2002 et 2003, il passe ses vacances en Égypte. On le laisse une fois de plus filer. C'est désespérant. Et puis à un moment, André Bamberski apprend que Krombach est en prison en Allemagne. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Exercice illégal de la médecine. Car depuis le viol de Laura, il n'avait plus le droit d'exercer. Mais il a continué comme médecin remplaçant. Et un jour, il a fait des avances à l'une de ses patientes, qui a claqué la porte et qui est allée taper son nom sur Google. Elle est tombée sur le blog d'André Bamberski. Et elle a prévenu la police. Et Krombach est jugé pour ça, en 2007. Il prend 28 mois de prison ferme. Il en fait 24, 2 ans. Et il rentre chez lui, tranquillement. Il n'est toujours pas question d'extradition en France. Et c'est là qu'André Bamberski a l'idée de l'extrader lui-même. C'est l'appel anonyme d'un homme avec un fort accent russe qui a mis les policiers sur la piste de Dieter Krombach. Et c'est donc André Bamberski, le père de Kalinka, qui a envoyé ce Russe, ce Géorgien et ce Kosovar enlever Krombach en Allemagne pour le livrer à la justice française. Et en droit, comme l'enlèvement a duré moins de 7 jours, ça n'est pas un crime, mais c'est tout de même un délit. Et naturellement, il est mis en examen. Mais il ressort libre du palais de justice de Mulhouse. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel. En attendant, maintenant il faut rejuger le docteur Krombach. Parce que quand on est condamné par contumace et arrêté après, on a droit à un 2e procès. Et c'est donc un vieux grand-père, rabougri, qui tient à peine debout, qui entre dans le box des accusés. Sur le fond, il plaide l'erreur médicale. Et on attend un témoignage, évidemment. La mère de Kalinka, Danielle. Elle a aujourd'hui 66 ans, elle a divorcé depuis de Krombach, et jusque-là, elle l'a toujours défendu. Mais là,
devant le tribunal correctionnel, elle le lâche. Au début, je voulais soutenir Dieter contre Bamberski, parce qu'André n'avait jamais digéré que je le quitte pour Krombach. Il m'a dit, tu vas rejoindre ton Bosch, voilà comment il l'appelait. Et puis j'ai appris des choses qui m'ont perturbé. J'ai appris qu'il est arrivé à Dieter de me donner des somnifères pour avoir des rapports avec une de ses maîtresses dans notre salon, pendant que moi je dormais à l'étage. Alors je me suis dit que quand on l'avait fait une fois, eh bien on pouvait le faire d'autres fois. Et là, depuis son box, Krombach l'apostrophe. Je t'assure, Daniel, que j'ai pas tué ta fille, hein, Daniel. J'aurais jamais pu la tuer. Je veux qu'il dise exactement ce qui s'est passé. Parce que ça fait du mal à tout le monde. Le 22 octobre 2011, 29 ans après la mort de Kalinka, le docteur Dieter Krombach est définitivement condamné à 15 années de réclusion criminelle. Et maintenant, il faut juger André Bamberski pour l'enlèvement de Krombach. C'est la loi. Europe 1, il est 9h. Bienvenue, bonne journée à tous. Le journal de 9h, Michel Grossior. Bonjour Michel. Bonjour, l'épilogue dans l'affaire André Bamberski. Cette saga judiciaire vieille de 32 ans s'est achevée il y a quelques minutes devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, avec la condamnation de cet homme qui avait fait enlever, on s'en souvient, le meurtrier de sa fille. Frédéric Michel, vous êtes sur place pour Europe 1. Alors, quelle condamnation ? Le tribunal correctionnel vient de requalifier les faits, Michel. Les prévenus ont tous été relaxés du chef d'accusation d'enlèvement en bande organisée. Ils sont finalement condamnés pour un simple enlèvement. Les juges ont infligé 1 an de prison avec sursis à André Bamberski, 1 an ferme aux exécutants. Il a donc été libéré, le docteur Krombach, pour raison médicale. Il est rentré chez lui en Allemagne à cette heure-ci. Et bien sûr, je me tourne vers vous, André Bamberski, qui êtes l'incroyable père courage de cette histoire, pour avoir votre réaction. Vous voyez, le fait qu'il soit libéré après 10 ans, c'est quelque chose d'horrible, d'autant plus que le docteur Krombach était accusé non pas de violence, mais il était accusé de meurtre aggravé et d'empoisonnement aggravé, tous meurtres qui sont passibles de la perpétuité. Il n'a eu que 15 ans. Il a tué ma fille à l'âge de 14 ans. Il a vécu tranquille en Allemagne depuis 1982, l'année donc de son meurtre, jusqu'à 2009. Il a profité de toute sa jeunesse et Kalinka a eu 70 ans. Le jugement du tribunal de l'application des peines de Melun du 21 octobre 2019 qui lui a accordé cette suspension médicale de peine avec transfèrement conjoint en Allemagne chez sa fille est plein d'erreurs, de faux, aussi bien médicaux que juridiques. En France, les JAP, donc les juges de l'application des peines, sont des juges tout-puissants. Ils peuvent carrément diminuer, même supprimer la condamnation par un tribunal, chose qui est horrible. Question donc justement à ce sujet. Est-ce que pour vous, c'est la perpétuation de protection dont continuerait de bénéficier le docteur Krombach? Et pourquoi serait-il protégé? Écoutez, c'est une chose à laquelle je pense, mais si vous voulez que je ne peux pas écrire parce que je n'ai pas d'éléments. C'est pas là le problème. Vous voulez qu'il reste en prison 15 ans puisqu'il a été condamné à 15 ans? Voilà, au moins, alors qu'il aurait dû être condamné à au moins 30 ans.
Je vous remercie, André Bamberski, infiniment pour cette réaction à chaud, et je me tourne vers votre avocat, Stéphane Maître, pour poursuivre la conversation sur un terrain juridique. On comprend l'émotion de monsieur Bamberski. Vous n'êtes pas dans l'émotion, et vous savez qu'en droit français, il a exécuté 2/3 de sa peine, il est malade et même, dit-on, mourant. Il n'est pas anormal qu'il soit sorti de prison. Il y a effectivement une approche juridique à avoir, mais même l'approche juridique permet de considérer que cette décision n'est pas normale parce qu'elle a été rendue par un tribunal en violation, je crois que le mot n'est pas excessif, des droits de la victime. Pour être plus précis, il faut insister sur le fait que M. Bamberski, la victime, n'a pas pu avoir accès aux éléments qui fondaient cette décision de suspension de peine pour motif médical, ce qui pose plus généralement le problème de la place de la victime dans l'application des peines. On en a une illustration particulièrement aiguë dans cette affaire. Le tribunal de l'application des peines a rendu une décision de suspension de peine sans permettre à la victime de préparer et de faire, par l'intermédiaire de son avocat, des observations qui auraient pu conduire à une décision différente. Mais vous avez été consulté tout de même ou pas? Alors, vous avez pu vous exprimer. C'était une procédure contradictoire. Bien sûr, mais le contradictoire a malheureusement été que très partiellement respecté. J'ai pu, moi, en qualité d'avocat de M. Bamberski, participer au débat contradictoire préalable à la décision rendue par le tribunal de l'application des peines. J'ai donc pu faire valoir des observations, mais le problème, c'est quelle observation peut-on faire quand on n'a pas eu accès aux éléments qui fondent la demande de suspension de peine pour motif médical, et en particulier les expertises médicales. Il y a deux médecins, maître, qui disent que il va mourir, en gros, qu'il va mourir dans les mois qui viennent, et que donc ça n'est pas compatible avec un maintien en détention. Alors, écoutez, vous en savez certainement plus que moi, parce que ces expertises, aujourd'hui, on a pu enfin y avoir accès. Elles ne concluent pas dans le sens que vous dites, d'ailleurs, mais au moment où la décision a été rendue en octobre 2019, nous n'avons pas pu avoir accès à ces éléments. Et comment voulez-vous faire des observations à propos d'éléments médicaux qu'on ne veut pas vous communiquer? Et ça explique aussi, en grande partie, la position exprimée aujourd'hui, et très légitimement par M. Bamberski. L'avocat de la victime, s'il n'a pas accès aux éléments qui fondent la demande de suspension de peine, n'est pas en mesure de faire valoir des observations. Et c'est très important, pourquoi? Mais parce que, maître, c'est une discussion de fond intéressante, mais vous le savez pertinemment, la victime n'est pas concernée dans ce sujet. Ce sont les pouvoirs publics et le condamné qui sont concernés. La victime est consultée par politesse, sans doute. Mais elle n'est pas au cœur de cette démarche. Mais moi, je crois que la victime ne doit pas être consultée par politesse, elle doit être consultée parce qu'elle a des éléments et sa position à exprimer. C'est pas moi qui le dis ni qui le pense, c'est la procédure pénale française qui, dans ses principes généraux, énonce que la victime a une place, y compris en matière d'application des peines. La victime a la possibilité de faire des observations, la victime a des droits qui sont recensés par notre code de procédure pénale. Il faut simplement que ces droits soient respectés et que ces droits soient effectifs. Et encore une fois, à partir du moment où la loi permet à la victime, par l'intermédiaire de son avocat, de faire des observations, eh bien, il faut, pour qu'elle puisse les présenter, ces observations, avoir accès aux éléments du dossier. Et c'est tellement vrai, c'est tellement important dans cette affaire, ce que je viens de vous dire, qu'il faut se souvenir qu'en 2016, le tribunal de Melun avait déjà octroyé une suspension de peine pour motif médical, au motif que la situation médicale de M. Krombach était extrêmement critique, etc. Eh bien, il faut se souvenir que l'année d'après, la Chambre de l'application des peines, sur appel du parquet, a invalidé cette décision. La Cour d'appel a invalidé la suspension de peine. Appel du parquet, mais pas des parties civiles. Oui, mais c'est ceci pour vous dire que l'appréciation du tribunal de Melun, elle a une première fois été invalidée par la Cour d'appel. Alors, on est aujourd'hui en 2019. Le tribunal de Melun rend une nouvelle décision de suspension pour motif médical. Il n'y a pas eu appel du parquet. En revanche, la partie civile a fait appel car elle estime que ses droits ne sont pas effectifs si elle n'a pas la possibilité de faire appel. C'est une autre discussion juridique. Les textes ne prévoient pas l'appel de la partie civile, mais nous avons quand même fait appel et nous comptons faire juger que la restriction en la matière n'est pas conforme à la Constitution. Peu importe. Ce que je veux vous dire... Mais ce que je veux dire, pas parce qu'il va falloir qu'on arrive au bout, c'est que, bien entendu, on comprend
la douleur de M. Bamberski, mais en vérité, si on se met à consulter les victimes, il n'y aura jamais de libération conditionnelle. Et le système ne peut fonctionner que s'il y a des libérations conditionnelles, soit pour motif médical, soit parce que les gens se sont correctement comportés en détention. On ne peut pas avoir de système sans libération conditionnelle. Je suis pas en train de vous dire ça, monsieur. J'entends simplement vous dire que... Non, c'est pour ça que j'aime bien cette discussion raisonnable avec un avocat, même si en l'occurrence, mais bien sûr. Vous êtes le défenseur de M. Bamberski. Mais j'ai pas une position totalement fermée. Je veux simplement vous rappeler que notre procédure pénale contient 3 parties. Il y a l'accusé, et en matière d'application des peines, qui devient le condamné. Il y a le parquet, mais il y a aussi la partie civile qui a des droits. Nous souhaitons simplement que ces droits, reconnus par la procédure pénale française, soient effectifs et respectés. Et pourquoi ? Il ne s'agit pas que la victime et qu'on lui donne raison à n'importe quelle condition. Il ne s'agit pas de faire prévaloir la parole de la victime. Il s'agit simplement de la prendre en considération. Et une fois qu'on a pris en considération la position des uns et des autres, eh bien là, on peut rendre une décision juste et équitable. Vous savez, c'est comme si je vous disais qu'un condamné n'est pas objectif lorsqu'il fait une demande de libération. Évidemment que le condamné, il a tout intérêt à obtenir sa libération, et pour autant, on ne conteste pas son droit de plaider devant la juridiction. Eh bien, pour la partie civile, c'est la même chose. Je dis pas que la partie civile, on doit lui donner raison tout le temps. Je dis simplement que la partie civile, la victime, elle a des éléments à apporter. Monsieur Bamberski avait des éléments importants à apporter qui étaient de nature à éclairer la juridiction d'application des peines, en particulier sur les précédents qu'il y avait eu en matière de suspension de peine. Monsieur Bamberski a toujours considéré qu'il y avait de la part de Monsieur Krombacher un certain degré de manipulation. Je dis pas que la justice doit être bénie oui face aux victimes, mais les juridictions d'application des peines doivent jouer le jeu de notre procédure pénale et accepter que les droits reconnus à la victime soient effectifs. Et il me semble que dans le cas présent, il aurait fallu permettre à M. Bamberski, par l'intermédiaire de son avocat, de pouvoir utilement présenter des observations de manière à ce que la décision soit rendue dans des conditions transparentes et fiables et après écoute de toutes les parties en présence. Vous auriez voulu qu'il meure en prison ? À partir du moment où la victime n'est pas éclairée sur la situation réelle du condamné, elle est en droit de se poser des questions. Il aurait été si simple de permettre à M. Bamberski de prendre connaissance de tous ces éléments pour qu'il puisse faire des observations utiles et sereines. Bon, et lui-même assimiler la décision, d'une certaine manière, de connaître véritablement quel est l'état de santé de Krombacher. Mais bien sûr, moi je pense qu'une procédure d'application des peines ne devient sereine et juste qu'à partir du moment où toutes les parties ont été entendues. Et vous savez, moi je considère que la victime n'est pas n'importe quelle partie. Vous m'avez indiqué que la partie civile avait une place à part. Moi je crois que la partie civile, la victime est une vraie partie dans ce procès pénal. D'ailleurs, elle est partie à toute la procédure pénale. Pourquoi va-t-on l'exclure de cette phase ultime de la procédure pénale qu'est l'application des peines, alors que l'application des peines, aujourd'hui, mais c'est quasiment la moitié du procès pénal. Aujourd'hui, la juridiction d'application des peines refait, pour ainsi dire, presque toute la procédure pénale, puisqu'elle est en mesure, avec les pouvoirs qui lui sont conférés, de défaire une décision de cour d'assises, y compris de cour d'assises d'appel. Donc, vous voyez, à partir du moment où l'application des peines a pris une telle importance, à partir du moment où les juridictions d'application des peines ont acquis un tel pouvoir, eh bien, il me semble profondément déséquilibré d'exclure la victime à une phase aussi importante qu'est l'application des peines. Si on exclut la victime, on n'aura pas une application des peines sereine. On aura une application des peines sujette à caution, sujette à polémique. Et l'émission que vous faites aujourd'hui en est aussi l'illustration. Moi, je crois qu'il faut revenir à davantage de sérénité, mais il n'y aura pas de sérénité possible si les victimes sont tenues à l'écart et mises sur le fait accompli. Songez quand même que dans cette affaire, M. Bamberski a appris par la presse que M. Krombacher avait été libéré. On savait qu'il avait bénéficié d'une décision de suspension de peine, mais l'effectivité de cette décision a tardé parce qu'il y avait des démarches avec l'Allemagne à faire, et il a appris par la presse, par vous, que le responsable de la mort de sa fille est sorti de prison. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a quelque chose de profondément malsain et de profondément déséquilibré, et moi je pense que la justice ne gagne pas à mettre à l'écart la victime de ce qui se trame de manière non publique devant les juridictions d'application des peines. Stéphane Maître, je vous remercie. Vous êtes dans ce dossier l'avocat d'André Bamberski.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.